Hey, ça faisait longtemps que l'on n'avait pas analysé une petite attraction, et comme promis dans ma dernière vidéo, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. L'attraction dont je veux vous parler est un peu spéciale, et vous allez rapidement comprendre pourquoi. J'ai longtemps hésité à la faire tout simplement car je la trouvais presque trop facile à analyser, et contenant des éléments déjà présents dans une attraction que j'ai déjà faite. Mais je me suis ravisé, et donc c'est parti. Nous allons parler de Buzz Lightning Laser Blast. Bon, comme d'habitude, avant de parler du ride en lui-même, parlons un instant de son histoire. Buzz Lightning Laser Blast, que je vais renommer Buzz, est une attraction qui a ouvert ses portes en 2006, suite à la fermeture du Visionarium, mais surtout grâce à la popularité flamboyante de la saga Toy Story. Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien que cette franchise possède le plus grand nombre d'attractions sous sa licence. Si aujourd'hui l'attraction fait unanimement la joie de toutes les familles et groupes d'amis, ce ne fut pas le cas des puristes à l'époque. En effet, l'attraction a été vivement critiquée comme étant la serrure de la porte ouverte à la perte du thème principal de Discoveryland, le futur Jules Vernien. Tout le monde aimait le Visionarium, et apprendre qu'une création originale du parc allait être remplacée seulement 12 ans après son ouverture, pour l'arrivée d'un dessin animé pour gamins, fut un choc pour pas mal d'habitués. Et oui, il faut savoir que cette guéguerre du purisme n'a pas commencé avec toi, Hyperspace Mountain. Oui, c'est toi que je vise, mon coco. Enfin bref, aujourd'hui l'attraction est un hit, un des broyeurs de guests les plus performants et un d-ticket des plus populaires du parc. D'ailleurs, je tiens à rajouter que l'attraction possède 5 quasi-clones à Orlando, Anaheim, Tokyo et Shanghai, en sachant que celui de Hong Kong a fermé ses portes pour faire place à une petite fourmi accompagnée de grands héros. Bref, trêve de bavardage, si cette attraction a été dupliquée autant de fois, c'est qu'il y a une raison. Et on va donc commencer de ce pas à comprendre pourquoi. Tout d'abord, il va falloir que l'on parle du ride system en lui-même. Ici nous avons un système de flow continu comparable à Phantom Manor, avec des véhicules circulant sans arrêt à une station. Dans ces véhicules, on a la possibilité de contrôler la rotation, afin de pouvoir voir dans les moindres recoins le circuit. Et dernière chose mais pas des moindres, l'attraction possède un système de laser permettant d'interagir avec le décor. Ces 3 points permettent donc de catégoriser cette attraction en Dark Ride interactif. Je sais que je ne vous ai toujours pas parlé de Dark Ride, et que je vous ai teasé un épisode en novembre, mais ne vous inquiétez pas, il arrive prochainement. Donc pour l'instant, considérez encore qu'un Dark Ride est simplement une attraction qui raconte une histoire, et qui se fait dans le noir, ok ? Maintenant, attardons-nous un peu plus sur le walkthrough de cette attraction. En premier lieu, lorsque vous rentrez dans la file d'attente, les modes d'emploi géants vous attendent. Ces derniers ont une double fonction puisqu'ils vous permettent, dans un premier cas, d'apprendre à utiliser les lasers de l'attraction, mais dans un second cas de vous mettre à l'échelle de l'attraction, comme c'était le cas dans l'attraction Ratatouille. Ensuite, on arrive devant Buzz, qui nous fait part de notre mission, anéantir l'empereur Zurg, qui menace la galaxie. Cet animatronics de 2 mètres de haut est très intéressant, vu qu'il est l'un des premiers à utiliser la technologie de mapping facial, technique qui est de nos jours perfectionnée dans des attractions comme Frozen Ever After ou bien Seven Dwarfs Mine. Après ce brief, on enchaîne des couloirs comportant des cartes du monde ou des informations importantes, malheureusement pas traduites en terrien. On arrive ensuite sur le quai d'embarquement qui nous permet de prendre en main le contrôle du véhicule et la visée approximative des lasers. Pour ce qui est de l'attraction en elle-même, on enchaînera différentes salles thématisées avec des environnements robotiques, des passages en hyperspace et la visite de planètes étranges. Point important, sur notre trajet, de nombreux sims nous attendent, afin de combattre plus efficacement Zurg à la fin. Finalement, on combattra Zurg dans une scène climax se déroulant dans l'espace, et après la victoire, nous le remettrons dans sa boîte de jouets avant de rentrer à Star Command. Il n'y a pas à dire, la qualité narrative et visuelle de l'attraction est grande, mais ce n'est pas le point qui nous importe le plus aujourd'hui, puisque cette attraction va me permettre d'introduire un sujet important, les 3C et le gameplay. Mais qu'est-ce donc que ces deux choses saugrenues ? Ce que l'on nomme 3C définit l'abréviation de Character Camera Control. Concrètement, les 3C sont la définition principale d'un jeu, la première étape qu'il faut aborder avant n'importe quelle autre phase de production. Si les 3C d'un jeu sont pas viables, alors le jeu qui en découle ne sera jamais bon. Pour prendre un exemple que tout le monde connaît, parlons rapidement des 3C de Mario. Dans ce jeu, notre personnage peut se déplacer de droite à gauche, sauter, courir, s'accroupir, glisser et interagir avec des briques de gameplay. Ce sont ses capacités, le point principal du caractère. Les autres éléments importants de cette catégorie sont les hitbox, la taille et tout ce qui va découler sur l'aspect graphique du personnage. Pour ce qui est du domaine de la caméra, on a une vue de côté en 2D
avec un scrolling non forcé mais n'étant possible que vers la droite. Tout retour vers la gauche de l'écran nous bloque contre la paroi invisible de la caméra. Enfin, pour ce qui est des contrôles, ce sont les boutons associés aux capacités du personnage. Mais pourquoi je parle de ça alors que l'on parle d'attraction? Concrètement, dans un coaster lambda, si nous devions définir des 3C, on aurait un déplacement forcé pour ce qui est du caractère, une caméra en vue de première personne, nos yeux en soi, et finalement pour les contrôles, les rails, tout simplement. Donc rien de passionnant et pertinent à définir des 3C. Sauf que, dans le cas de Buzz, c'est différent. Car comme nous avons pu le voir, nous ne sommes pas sur une attraction classique. Dans Buzz, on se déplace certes sur une trajectoire forcée, mais on peut effectuer une rotation du véhicule. On a aussi la possibilité d'utiliser un laser, qui nous permet d'interagir avec les briques de LD. On a donc beaucoup plus de matière, malgré le fait que la caméra ne change pas, à moins que vous maîtrisiez la sortie extracorporelle, et que la direction du véhicule est encore une fois dirigée par un rail. Ici, on a donc une attraction qui peut vraisemblablement se comparer à un genre de jeu vidéo bien précis, les rail shooters. Maintenant, je vais rapidement aborder le gameplay, car je n'aurai sûrement pas une telle occasion à l'avenir pour vous en parler. Le gameplay se décompose en deux mots, game et play, et la nuance est importante. Le game définit le support, les règles et le cadre, alors que le play définit l'interaction du joueur et les émotions qu'il ressent. Si on devait traduire cela en français, le terme gameplay se nommerait jeu joué, le support et l'action. Dans Buzz, on va avoir des règles telles que le manège avance à telle vitesse, le niveau est ainsi, ou bien vous avez tel outil à votre disposition. Et le jouet va être ce qui se déroule et ce qui induit une action du joueur. Concrètement, cette définition est complexe pour rien. Et en résumé, on peut dire que le gameplay est ce qui fait le jeu. S'il n'y a pas de gameplay dans un jeu, on a un film. Salut Quantic Dream. On peut donc en conclure que ce qui fait de Buzz un jeu est l'interactivité qui a été ajoutée au Dark Ride classique, qu'il aurait pu être. Mais ça me fait penser, nous n'avons pas parlé de ce qui rend vraiment cette attraction bonne et que les parents et enfants s'y amusent. Comme je l'ai dit plusieurs fois, le point principal de l'attraction est son interactivité. Sur le parcours, on a des cibles qui rapportent plus ou moins de points, qui sont accessibles ou non, en mouvement, et ce tout rend le level design de l'attraction dynamique et passionnant pour les petits et les grands. De plus, si on regarde l'attraction dans son ensemble, on peut voir qu'elle suit un schéma de Rational Level Design, permettant de graduer la progression du visiteur et de rendre l'expérience de plus en plus intense et juteuse, mais aussi un poil plus complexe. En effet, la proportion de cibles à fort point augmente considérablement au fur et à mesure que l'on progresse dans l'attraction. Si vous vous souvenez de mon analyse sur Ratatouille, il y a dans cette attraction moult signes et feedback. Le pointeur de notre laser apparaît à chaque tir. Lorsque l'on marque un point, on ressent une vibration, on entend un son dans notre pistolet et la cible s'allume. Tous ces feedbacks rendent une impression d'action et d'utilité, nous donnant ainsi encore plus envie de continuer à marquer des points. Dernière partie importante dans cette attraction, le scoring. Il est en effet la base de cette attraction et ce qui la rend particulière. Qui n'a jamais jubilé après avoir battu son père à la fin du parcours, ou ne s'est jamais battu avec un pote pour diriger le véhicule et donc le gêner dans sa tentative de marquer plus de points que nous. Si on regarde, le nombre de joueurs dans chaque véhicule est aussi important, vu que l'on a ici un duel. Pas d'équipe, de famille, d'amitié qui tiennent. Une fois embarqué, c'est la guerre. Et il faut d'ailleurs savoir que l'attraction a tout fait pour récompenser chaque action des joueurs, vu qu'elle vous donnera 100 points tous les 10 tirs, permettant ainsi aux jeunes rangers de ne jamais finir à 0 points et de ne pas être frustrés par l'attraction au final. Et voilà, je pense avoir dit ce que je voulais dire sur cette attraction. Aujourd'hui, on a donc pu voir l'importance du gameplay, des 3C et tout ce qui tourne autour d'une expérience de jeu. Je voulais aussi vous dire merci pour l'attention que vous portez à mes vidéos depuis le début de l'année. Sachez que toutes ces vidéos que j'ai produites jusqu'à présent m'ont permis d'acquérir une agréable note de 16,5 à mon projet libre d'alternance socio-professionnelle et ainsi pouvoir valider ma deuxième année d'études. Encore merci. En tout cas, n'hésitez pas à parler de cette attraction dans les commentaires et de poster votre record personnel. Personnellement, j'ai déjà atteint le max. Sur ce, c'était Balo. Et n'oubliez pas d'aller vers l'infini